référentiel de psychiatrie et d'addictologie, au grand chapitre des autres troubles, l'item 70, les troubles somatoformes à tous les âges. Point 1, introduction. Point 2, contexte épidémiologique. Point 3, sémiologie. Point 4, les troubles psychiatriques. Point 5, le pronostic et l'évolution. Et point 6, la prise en charge psychiatrique. Les objectifs pédagogiques: diagnostiquer un trouble somatoforme et argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. Les points clés. Il existe trois troubles somatoformes principaux: le trouble somatisation, le trouble de conversion, le trouble douloureux. Ces troubles se distinguent en fonction du type de symptômes ou signes cliniques. 2 points. S'il s'agit de symptômes ou signes cliniques touchant plusieurs domaines corporels, on évoquera le trouble somatisation. S'il s'agit de symptômes ou signes cliniques d'allure neurologique, on évoquera le trouble de conversion. S'il s'agit de symptômes douloureux, on évoquera le trouble douloureux. La prise en charge consiste, 2 points, à éviter de multiplier au-delà du raisonnable des investigations contribuant à pérenniser le trouble, à savoir orienter le patient sur un suivi psychiatrique, et il est important de reconnaître la réalité des symptômes et plaintes du patient et d'informer le patient sur sa maladie, afin qu'il trouve un intérêt progressif à une démarche de santé tournée vers la santé mentale. Point 1. Introduction. Le qualificatif somatoforme a été choisi pour désigner un ensemble de symptômes, de signes, de syndromes ou de plaintes de type physique, pour lesquels aucune anomalie identifiable de type lésionnel ne peut être incriminée. Parmi les troubles somatoformes, on distingue le trouble somatisation, le trouble de conversion, le trouble douloureux, l'hypocondrie et les dysmorphophobies. En psychiatrie, une telle catégorie diagnostique implique une souffrance psychique avec altération du fonctionnement socio-professionnel, la non-imputabilité à un autre trouble psychiatrique ou non psychiatrique caractérisé, une participation psychologique à l'éthiopathogénie du trouble. La distinction entre troubles somatoformes et troubles psychosomatiques n'est pas toujours aisée, et les modifications à répétition des classifications nosographiques ont participé à la confusion. Le trouble psychosomatique est un trouble médical non psychiatrique, objectivable, dont la dimension psychologique, notamment par les facteurs de stress, est déterminante dans sa survenue et dans son évolution. Les troubles psychosomatiques sont étudiés dans chaque spécialité médicale. Les pathologies les plus fréquemment impliquées sont, 2 points, la maladie coronarienne, l'asthme, les eczémas, l'ulcère gastro-duodénal. Bien qu'il faille les distinguer, dans la littérature, les deux concepts de troubles psychosomatiques et de troubles somatoformes sont parfois confondus sous le terme de troubles psychosomatiques au sens large, c'est-à-dire des manifestations à expression essentiellement physique, mais dont le déterminisme et l'évolution sont fortement marqués par l'intervention de facteurs psychologiques ou psychopathologiques. Point 2. Le contexte épidémiologique. 2.1 chez l'adulte. La prévalence des troubles somatoformes est difficile à cerner et dépend des outils diagnostiques et du contexte. Elle est probablement dans une fourchette de 5 à 10% pour l'ensemble des troubles somatoformes en population générale adulte, et bien plus encore dans une population de consultants en médecine. Le trouble somatisation commence classiquement à la fin de l'adolescence ou chez le jeune adulte, à tout âge pour le trouble de conversion et pour le trouble douloureux. Le ratio selon le sexe est de 2 pour 1, avec une présence plus fréquente chez les femmes.
La prévalence des tentatives de suicide est fonction de la comorbidité psychiatrique dépressive à rechercher systématiquement. Les facteurs de risque sont les facteurs de stress, entre parenthèses de sous-type notamment traumatiques et conflits relationnels, et des stratégies d'ajustement au stress réduites, notamment dans le cadre d'un trouble de la personnalité, les antécédents familiaux de troubles somatoformes. 2.2 chez l'enfant. La prévalence des troubles somatoformes chez l'enfant est d'environ 12%. Les facteurs de risque décrits comme pouvant favoriser l'apparition, donc les facteurs de risque décrits comme pouvant favoriser l'apparition ou le maintien des troubles somatoformes chez l'enfant sont les facteurs de stress, les comorbidités psychiatriques, entre parenthèses les plus fréquentes chez les enfants d'âge scolaire sont les troubles anxieux et dépressifs, certaines dimensions de personnalité, les antécédents familiaux de troubles somatoformes, mais également de problèmes de santé plus généraux et un faible niveau socio-économique, entre parenthèses, sauf dans le trouble douloureux, qui est davantage lié à un niveau d'études supérieur. Les types de stratégies d'ajustement au stress de la famille peuvent être également impliqués, comme la réponse qu'apporte la famille aux symptômes et les difficultés à communiquer avec la famille efficacement sur des sujets chargés en émotions. Point 3. Sémiologie. Les troubles somatoformes sont caractérisés par des symptômes et signes cliniques d'allure non psychiatrique, mais dont certaines caractéristiques font supposer l'existence de mécanismes psychologiques. 2 points. Absence de lésions organiques identifiées, focalisation excessive sur les sensations corporelles et attribution d'une signification menaçante aux symptômes, et crainte disproportionnée de développer ou d'avoir une maladie physique grave. Si des anomalies lésionnelles sont objectivées, alors elles ne peuvent rendre compte de la symptomatologie ou de son retentissement. On peut parler de symptômes ou signes cliniques somatoformes ou fonctionnels. Il faut éviter de parler de symptômes ou signes cliniques médicalement inexpliqués, et surtout bannir le terme de symptômes ou signes cliniques hystériques. Les symptômes et signes cliniques de ces troubles étant d'allure non psychiatrique, la démarche naturelle des patients est d'aller consulter d'abord un médecin non psychiatre. 3.1 Les symptômes et les signes fonctionnels. Il s'agit de plaintes fonctionnelles pouvant concerner tous les appareils, et en particulier 2 points, l'appareil gastro-intestinal, l'appareil cardiovasculaire et l'appareil génito-urinaire et sexuel. L'association de multiples plaintes fonctionnelles polymorphes et durables a été appelée syndrome de Briquet. 3.2 Les symptômes et les signes d'allure neurologique. Il s'agit de symptômes ou signes cliniques d'allure neurologique pouvant toucher la sphère motrice avec altération de la coordination et de l'équilibre, faiblesse localisée, parésie, contracture, dystonie, tremblement, aphonie, diplopie, difficulté de déglutition, rétention d'urine, etc. Toucher la sphère sensorielle et sensitive, plus souvent le côté gauche, avec diminution de la sensibilité, cécité, surdité, parfois des hallucinations souvent polysensorielles et fantasmatiques. Et être des mouvements anormaux, des convulsions ou des crises d'allure épileptique avec perte de connaissance. Le terme de symptômes ou signes pseudo-neurologiques est à éviter. Ces symptômes et signes ne respectent pas l'organisation anatomique du système nerveux central ou périphérique. Ils peuvent être influencés par la suggestion. Il faut noter que ces symptômes et signes peuvent être associés dans 30% des cas environ à une maladie neurologique. Par exemple, convulsions non épileptiques et crise épileptique, faiblesse non systématisée et sclérose en plaques ou myasthénie, contracture et dystonie idiopathique. Dans ce cas, ces symptômes ou signes ne sont pas expliqués entièrement par la maladie neurologique. La fréquence de la comorbidité neurologique
impose donc la prudence quant à l'interprétation psychiatrique de symptômes ou signes neurologiques présentant une organisation anatomique peu évidente. 3.3 Les symptômes douloureux. Il s'agit de douleurs dont l'intensité doit être évaluée par une échelle visuelle analogique. On parle de symptômes douloureux aigus si la durée est inférieure à 6 mois et chroniques si la durée est supérieure à 6 mois. Une pathologie médicale non psychiatrique peut être associée à ces symptômes, mais celle-ci n'explique pas alors la sévérité et ou le maintien de la douleur. Point 4. Les troubles psychiatriques. Il existe 3 troubles somatoformes principaux. Le trouble somatisation, le trouble de conversion et le trouble douloureux. Ces troubles se distinguent en fonction du type de symptômes ou signes cliniques. Il s'agit de symptômes ou signes cliniques touchant plusieurs domaines corporels. On évoquera le trouble somatisation. Donc s'il s'agit de symptômes ou signes cliniques touchant plusieurs domaines corporels, on évoquera le trouble somatisation. S'il s'agit de symptômes ou signes cliniques d'allure neurologique, on évoquera le trouble de conversion. Et s'il s'agit de symptômes douloureux, on évoquera le trouble douloureux. 2 autres troubles somatoformes sont identifiés. L'hypocondrie, qui est la conviction erronée de présenter une pathologie médicale non psychiatrique qui persiste plus de 6 mois malgré un bilan médical approprié et rassurant, et la peur d'une dysmorphie corporelle ou dysmorphophobie, qui est la préoccupation portant sur un défaut imaginaire de l'apparence physique. Donc la peur d'une dysmorphie corporelle ou dysmorphophobie, qui est la préoccupation portant sur un défaut imaginaire de l'apparence physique. Alors, tableau 1, les troubles somatoformes. Alors, les symptômes ou signes cliniques du trouble somatisation, ce sont les symptômes ou signes cliniques touchant plusieurs domaines corporels. Les critères temporels du trouble de somatisation, c'est un début avant l'âge de 30 ans et une évolution depuis plusieurs années. Les symptômes ou signes cliniques du trouble de conversion, ce sont des symptômes ou signes cliniques d'allure neurologique. Et le critère temporel, c'est un facteur psychologique de stress déclenchant ou entretenant le trouble. Les symptômes ou signes cliniques du trouble douloureux, ce sont des symptômes douloureux. Et au niveau du critère temporel pour le trouble douloureux, c'est le facteur psychologique de stress déclenchant ou entretenant le trouble. Les symptômes ou signes cliniques dans l'hypocondrie, c'est la conviction erronée de présenter une pathologie médicale non psychiatrique qui persiste malgré un bilan médical approprié et rassurant. Et le critère temporel, c'est que dans l'hypocondrie, ça dure depuis plus de 6 mois. Et enfin, les symptômes ou signes cliniques pour une peur d'une dysmorphie corporelle, c'est la préoccupation portant sur un défaut imaginaire de l'apparence physique. 4.1 Diagnostic positif. 4.1.1 Pour poser le diagnostic d'un trouble somatisation. Il faut des symptômes fonctionnels atteignant dans la forme complète, donc des symptômes fonctionnels atteignant dans la forme complète au moins 3 des domaines corporels cités plus haut. Donc, il faut une relative sévérité de symptômes. Une évolution ayant débuté avant l'âge de 30 ans et évoluant depuis plusieurs années, des répercussions fonctionnelles et surtout l'absence de diagnostic différentiel. Les bilans complémentaires nécessaires des pathologies médicales non psychiatriques sont donc à réaliser, mais il faut savoir aussi les arrêter une fois le diagnostic psychiatrique posé. Des tableaux cliniques moins complets que le trouble somatisation sont appelés troubles somatoformes indifférenciés, entre parenthèses, si la durée est supérieure à 6 mois, et non spécifiés, entre parenthèses, si la durée est inférieure à 6 mois. Ils n'atteignent généralement qu'un domaine corporel et sont alors fréquemment rattachés à un syndrome somatique fonctionnel.
En effet, les médecins non psychiatres utilisent rarement la catégorie diagnostique des troubles somatoformes et ont plus volontiers recours à cette notion de syndrome somatique fonctionnel. C'est ainsi que chaque spécialité a décrit un ou plusieurs syndromes somatiques fonctionnels, réputés spécifiques, mais en réalité bien souvent comorbides et sans physiopathologie spécifique. L'ensemble de ces troubles appartient à la catégorie des troubles somatoformes. Cependant, du fait de leur fréquence et de leur sévérité psychiatrique, moins grande que le trouble somatisation complet, la prise en charge de ces formes cliniques plus légères et monosymptomatiques reste du domaine des spécialités non psychiatriques. Alors, tableau 2, des exemples de syndromes somatiques fonctionnels chez l'adulte. Alors, en gastro-entérologie, on va trouver le syndrome du côlon irritable, dyspepsie non ulcéreuse. En gynécologie, le syndrome prémenstruel, algie pelvienne chronique, vulvodynie. En rhumatologie, fibromyalgie ou syndrome polyalgique idiopathique diffus. En cardiologie, des précordialgies à coronaire saine. En pneumologie, le syndrome d'hyperventilation. En immunologie, le syndrome de fatigue chronique. En neurologie, des céphalées de tension. En stomatologie, le syndrome algodysfonctionnel de l'appareil manducateur et glossodynie. En ORL, on va retrouver des rhinites chroniques non allergiques. Et en allergologie, intolérance environnementale idiopathique. Chez l'enfant, les symptômes d'allure somatique récurrents sont fréquents, 2 à 5%. Anorexie mentale du nourrisson, douleur abdominale et vomissements psychogènes, méricisme, colique idiopathique, spasme du sanglot, manifestations asthmatiques précoces, céphalée, certaines énurésies et encoprésies, nanisme psychogène, syndrome de fatigue chronique. Comme pour l'adulte, ces symptômes sont souvent appelés fonctionnels et on parle de troubles somatoformes quand ces manifestations sont sévères et ont un impact important sur le quotidien de l'enfant, quand elles sont liées à des facteurs psychologiques et entraînent de fréquentes demandes auprès du corps médical. 4.1.2 Pour poser le diagnostic d'un trouble de conversion, il faut des symptômes ou signes d'allure neurologique, un facteur psychologique retrouvé, des répercussions fonctionnelles et surtout l'absence de diagnostic différentiel. Les bilans complémentaires nécessaires sont donc à réaliser pour éliminer une maladie neurologique expliquant mieux les symptômes et signes cliniques. Les psychiatres distinguent les troubles de conversion en fonction de la sphère d'allure neurologique prépondérante des symptômes. Ainsi, on parlera de troubles de conversion de type moteur, sensitif sensoriel et de type malaise-convulsion. Les médecins non psychiatres qui ont affaire fréquemment à des troubles de conversion ont proposé leur appellation, donc les médecins non psychiatres qui ont affaire fréquemment à des troubles de conversion ont proposé leur propre appellation, utilisant le plus souvent le terme de troubles psychogènes. Ainsi, on retrouvera donc les paralysies psychogènes, les aphonies psychogènes, les surdités psychogènes, les crises non épileptiques psychogènes, etc. 4.1.3 Pour poser le diagnostic d'un trouble douloureux, il faut 2 points, des symptômes douloureux, un facteur psychologique retrouvé, des répercussions fonctionnelles et surtout l'absence de diagnostic différentiel. Cependant, une pathologie médicale non psychiatrique, source de douleur, est possible. Pour conserver le diagnostic de troubles douloureux, il faut que les symptômes douloureux soient alors insuffisamment expliqués par la pathologie médicale non psychiatrique associée. Les bilans complémentaires nécessaires sont donc à réaliser pour éliminer une maladie neurologique expliquant mieux les symptômes et signes cliniques. Donc les bilans complémentaires nécessaires sont donc à réaliser pour éliminer une maladie neurologique
expliquant mieux les symptômes et les signes cliniques. On peut distinguer une forme aiguë, moins de 6 mois, une forme chronique, plus de 6 mois, et une forme associée à une pathologie médicale non psychiatrique. 4.2 Diagnostic différentiel. 4.2.1 Pathologie médicale psychiatrique. Les troubles somatoformes doivent être nettement différenciés de ceux de deux troubles psychiatriques. Donc les troubles somatoformes doivent être nettement différenciés de deux troubles psychiatriques. 2 points. Des troubles factices qui correspondent à la production intentionnelle de signes ou symptômes physiques ou psychologiques pour jouer le rôle de malade. Le trouble factice est également appelé syndrome de Munchausen et reste en fait exceptionnel. Et ensuite, des troubles psychosomatiques qui sont des pathologies médicales non psychiatriques, entre parenthèses avec une lésion identifiable, pour lesquels des facteurs psychologiques, en particulier facteurs de stress, jouent un rôle prépondérant comme facteur déclenchant ou entretenant. Par ailleurs, des plaintes d'allure somatique sont fréquentes dans de nombreux troubles psychiatriques caractérisés. Manifestations neurovégétatives de l'anxiété dans les troubles anxieux et notamment le trouble panique, plaintes douloureuses non systématisées dans le trouble dépressif caractérisé, sensations corporelles hallucinatoires et idées délirantes hypocondriaques dans le trouble psychotique, etc. De façon générale, si les symptômes physiques présentés par le patient sont mieux expliqués par un autre trouble psychiatrique, le diagnostic de troubles somatoformes ne doit pas être porté. 4.2.2 Pathologie médicale non psychiatrique. Le bilan complémentaire sera guidé par les symptômes et le contexte d'apparition. Il permettra d'éliminer une pathologie médicale non psychiatrique pouvant mieux expliquer la sémiologie. 4.3 Les comorbidités. 4.3.1 Les pathologies médicales psychiatriques. Un trouble somatoforme peut être associé à d'autres troubles psychiatriques comorbides qu'il s'agit d'évaluer, en particulier le trouble dépressif caractérisé, les troubles anxieux, le trouble de l'adaptation, les troubles de personnalité. Les frontières diagnostiques peuvent être difficiles à établir entre un épisode dépressif caractérisé associé à un trouble somatoforme de type douloureux et un épisode dépressif caractérisé avec de simples symptômes douloureux, qui sont fréquents chez les déprimés. Cependant, dans le deuxième cas, les symptômes douloureux disparaissent lors de l'amélioration de la symptomatologie dépressive. Les troubles dissociatifs, amnésie dissociative, troubles dépersonnalisation déréalisation, peuvent être également associés aux troubles de conversion. 4.3.2 Les pathologies médicales non psychiatriques. Les troubles somatoformes peuvent être fréquemment comorbides d'une pathologie médicale non psychiatrique qu'il s'agit de ne pas sous-évaluer. Histoire de la psychiatrie. Le concept historique de conversion hystérique. Le terme conversion provient du vocabulaire de la thermodynamique et correspond à la transformation d'une énergie en une autre. Le terme hystérie provient étymologiquement du grec hystéra, qui signifie utérus. Le terme hystérie était déjà utilisé par les médecins grecs pour évoquer des maladies secondaires à la migration d'un utérus resté trop longtemps stérile après la puberté. Plus métaphoriquement, la psychanalyse attribua les symptômes et signes cliniques de la maladie hystérique non pas directement à la migration de l'organe utérus, mais à la conversion d'une énergie psychique en énergie somatique. L'aspect sexuel de l'utérus est retrouvé puisque l'énergie psychique qui sera convertie serait reliée à la représentation d'un traumatisme sexuel. La conversion permettrait le refoulement dans l'inconscient de cette représentation anxiogène que la conscience ne pourrait pas assumer. Ce refoulement se ferait au prix de symptômes ou signes cliniques hystériques qui seraient la mise en scène symbolique par le corps, entre parenthèses énergie somatique,
Donc la mise en scène symbolique par le corps de la représentation du traumatisme sexuel, que ce traumatisme soit réel ou symbolique. Donc cependant, bien que les facteurs de stress soient retrouvés dans les facteurs de risque déclenchant ou entretenant des troubles somatoformes, leur nature sexuelle est loin d'être la règle, et dans certains cas, s'acharner à décrypter la symbolique du traumatisme sexuel inconscient sera au mieux utile. Neurosciences et recherche. Le modèle cognitif et comportemental. Schématiquement, les modèles cognitifs et comportementaux des troubles somatoformes sont conceptuellement proches de ceux du trouble panique. Ils font intervenir plusieurs mécanismes biologiques, émotionnels, cognitifs, comportementaux et sociaux dans l'amplification des sensations corporelles et de leur retentissement. Les mécanismes cognitifs font intervenir d'une part une attention excessive portée aux sensations corporelles, souvent renforcée de façon paradoxale par des efforts d'évitement, et d'autre part l'attribution à ces sensations corporelles d'une signification menaçante, entre parenthèses catastrophisme, en ce qui concerne leur retentissement futur ou ce qu'ils dévoilent de l'état de santé du patient. Ces interprétations dysfonctionnelles peuvent être favorisées par l'exposition récente ou ancienne à la maladie, une dimension de personnalité anxieuse, mais aussi des difficultés à différencier son état émotionnel des sensations corporelles qui l'accompagnent. Entre parenthèses, dimension alexithymique. Les mécanismes comportementaux sont dominés par l'évitement. L'évitement des symptômes somatiques renforce négativement ceux-ci par conditionnement opérant, ce qui n'est rien. Un exemple typique concerne les patients souffrant d'un syndrome de fatigue chronique qui évitent tout effort de peur d'augmenter encore leur fatigue à court terme et de ce fait renforcent leur fatigabilité à long terme. L'évitement des symptômes psychologiques et notamment de la peur suscitée par le catastrophisme sous-tend les demandes de réassurance et la multiplication des consultations et examens médicaux. Enfin, les modèles les plus comportementaux attribuent un rôle important au conditionnement répondant pavlovien. Selon ces modèles, un stimulus conditionnel, par exemple distension du tube digestif, acquiert une dimension pénible ou menaçante par association avec un stimulus inconditionnel, par exemple douleur abdominale lors d'une gastro-entérite aiguë infectieuse. Secondairement, ce stimulus conditionnel entraîne des sensations corporelles pénibles, y compris en l'absence de stimulus inconditionnel. Enfin, des mécanismes sociaux peuvent renforcer positivement les symptômes via la notion de bénéfice secondaire, qui, s'ils ne sont pas spécifiques des troubles somatoformes, sont néanmoins particulièrement importants à identifier dans ce contexte. La notion de bénéfice secondaire ne signifie pas que les patients recherchent intentionnellement ces bénéfices. Ils indiquent simplement que les symptômes, et parfois le statut de malade, peuvent être un mode d'interaction sociale qui assure, d'une certaine façon, aux patients des stratégies adaptatives pour obtenir le soutien des autres face à ce qui leur arrive. Les modèles psychophysiologiques. Les modèles psychophysiologiques permettent de dépasser le clivage entre la psyché et le soma. Basés sur un postulat psychophysiologique retrouvant dans toute expérience une dimension subjective, c'est-à-dire vécue, et objective, c'est-à-dire mesurable par exemple par les outils de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, ces modèles associent les troubles somatoformes à des modifications fonctionnelles des régions cérébrales impliquées. Donc ces modèles associent les troubles somatoformes à des modifications fonctionnelles des régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle. La représentation de soi, entre parenthèses, cortex singulaire et préfrontal médian notamment, et l'attribution d'un caractère aversif à certains symptômes, entre parenthèses, insula antérieur, cortex singulaire antérieur, dorsal. Les facteurs de stress pourraient entraîner des modifications du fonctionnement de ces régions. Les régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle et la représentation de soi pourraient alors venir moduler les régions plus directement
responsables des symptômes et signes cliniques. Par exemple, le cortex moteur en cas de trouble de conversion de type moteur ou le cortex pariétal en cas de trouble de conversion de type sensitif. Point 5. Le pronostic et l'évolution. 5.1. La mortalité. La mortalité est principalement liée au suicide en cas de troubles dépressifs comorbides. Elle peut être iatrogène, liée à des investigations ou interventions médicales ou chirurgicales injustifiées, par exemple la prise en charge inutile en réanimation avec intubation, dans le cas des troubles de conversion avec crise non épileptique. 5.2. La morbidité. La morbidité et le pronostic fonctionnel sont altérés en cas de syndrome clinique sévère, de comorbidité psychiatrique ou non psychiatrique, de diagnostic tardif avec répétition des examens paracliniques, d'hospitalisation ou de prise en charge aux urgences, de durée d'évolution longue, de difficultés pour reconnaître les facteurs de stress et émotionnels engagés fréquemment dans ces troubles. Point 6. La prise en charge psychiatrique. 6.1. L'hospitalisation. L'hospitalisation est en général non nécessaire. Une hospitalisation courte en médecine peut être parfois indiquée pour réaliser les examens complémentaires permettant d'éliminer un diagnostic différentiel de pathologie médicale non psychiatrique. La présence d'une comorbidité psychiatrique avec signe de gravité peut parfois également nécessiter une hospitalisation en psychiatrie. Donc la présence d'une comorbidité psychiatrique avec signe de gravité peut parfois également nécessiter une hospitalisation en psychiatrie. En pédopsychiatrie, l'hospitalisation peut être nécessaire pour une évaluation pluridisciplinaire avec double prise en charge systématique et coordonnée. Pédiatrique avec exploration médicale non psychiatrique pour éliminer les principaux diagnostics différentiels, en ciblant les examens complémentaires utiles et en sachant les limiter, et pour rassurer au mieux l'enfant, l'adolescent et sa famille, tout en ouvrant sur la dimension psychologique. Et pédopsychiatrique avec observation clinique et recherche des comorbidités psychiatriques, mise en place d'une prise en charge adaptée tout en limitant les facteurs de maintenance et les bénéfices secondaires. 6.2. Traitement pharmacologique des comorbidités. La présence d'une comorbidité d'un trouble dépressif caractérisé, d'un trouble anxieux, d'un trouble de l'adaptation ou d'un trouble de personnalité nécessite chez l'adulte une prise en charge spécifique, combinant notamment, pour les deux premiers, pharmacothérapie par antidépresseur et psychothérapie, et privilégiant l'abord psychothérapeutique en première intention chez l'enfant et l'adolescent. 6.3. Traitement non pharmacologique. 6.3.1. Éducation thérapeutique. 6.3.1. Initier la prise en charge psychiatrique. L'objectif est d'éviter de multiplier, au-delà du raisonnable, des investigations contribuant à pérenniser le trouble et de savoir orienter le patient sur un suivi psychiatrique. Il faut garder à l'esprit que la démarche de santé normale d'un individu présentant une plainte d'allure non psychiatrique est de consulter un médecin non psychiatre en première ligne. L'objectif est donc de reconnaître la légitimité de cette démarche et d'informer le patient afin qu'il trouve un intérêt progressif à une démarche de santé tournée vers la santé mentale. Pour cela, des stratégies de communication du diagnostic de troubles somatoformes peuvent être utilisées. Il faut notamment 2 points. Reconnaître que les symptômes sont véritables et peuvent être très effrayants et invalidants. Il s'agit de ne pas contester leur légitimité, ne jamais dire « il n'y a rien ». Ensuite, proposer un diagnostic positif, donner le nom du trouble mental, donner des noms alternatifs que le patient puisse comprendre. Les termes fonctionnels ou émotionnels sont souvent bien acceptés par les patients et rassurer sur le fait qu'il s'agit d'une maladie commune et reconnue. Ensuite, évoquer les facteurs déclenchants et de maintenance. Il ne s'agit pas d'une pathologie médicale non psychiatrique avec une lésion. Les examens complémentaires ont permis de l'affirmer et des examens complémentaires ne sont pas nécessaires.
Les facteurs prédisposants et causaux sont difficiles à identifier, mais ils peuvent être liés au stress et aux émotions. Les facteurs de maintenance peuvent créer un cercle vicieux impliquant 2 points: inquiétude, stress, symptômes, inquiétude. La recherche de ces facteurs fait partie de la démarche diagnostique qui peut gagner à être complétée par un avis psychiatrique spécialisé. Ensuite, discuter du traitement. Les médicaments symptomatiques, antalgiques, antispasmodiques, etc. ne sont pas efficaces. En revanche, un traitement par antidépresseur, même en l'absence de comorbidité psychiatrique dépressive ou anxieuse, est parfois utile. En particulier, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline dans la fibromyalgie. Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine dans le syndrome de l'intestin irritable ou la dysmorphophobie. Par ailleurs, le traitement psychologique est efficace. Il est indispensable de discuter avec le patient de l'orientation nécessaire vers une prise en charge psychiatrique, en soulignant que les symptômes et surtout leur retentissement peuvent s'améliorer. Chez l'enfant, il faudra tenir compte des représentations de l'enfant lui-même, mais aussi celles des parents. Il est important d'impliquer la famille à chaque étape de l'évaluation et de la prise en charge. 6.3.1.2 Poursuivre la prise en charge psychiatrique. Maintien d'une prise en charge collaborative. Le maintien d'une prise en charge collaborative avec le médecin, orientant le patient sur le psychiatre, est nécessaire, au moins au début. Cette double prise en charge médicale et psychiatrique permet de rassurer au début le patient et de limiter les consultations aux urgences. Maintien d'une relation médecin-patient. Un objectif prioritaire est de maintenir une alliance thérapeutique de qualité, particulièrement délicate chez ces patients, volontiers sceptiques, voire réticents à l'idée d'une participation psychologique à leurs symptômes. La construction de cette alliance passe par la négociation des objectifs et des moyens de la thérapie. Une perspective de psychologie de la santé permettant aux patients de mieux identifier ces stratégies d'ajustement au stress est nécessaire. À partir de cette perspective, partagée par le médecin orientant le patient, une prise en charge psychiatrique plus spécifique doit être réalisée. Les objectifs thérapeutiques doivent être modestes, mais centrés chez l'adulte sur l'atténuation des symptômes et de leur retentissement psychosocial plutôt que la guérison. Chez l'enfant, les familles peuvent avoir tendance à continuer à attribuer les symptômes d'allure somatique de leur enfant à une pathologie médicale non psychiatrique sous-jacente. Les familles peuvent aussi expliquer parfois les symptômes d'allure somatique de leurs enfants par des représentations religieuses ou culturelles. Les cliniciens devront tenir compte de ces représentations familiales pour maintenir une alliance thérapeutique et des soins de qualité. Il faudra qu'ils tiennent compte également des stratégies parentales utilisées pour faire face et diminuer les manifestations symptomatiques chez leur enfant. Le programme d'intervention auprès de l'enfant doit donc inclure la famille. 6.3.2 Les psychothérapies. En l'absence de troubles psychiatriques comorbides, des approches thérapeutiques ciblant les mécanismes psychophysiologiques, entretenant le trouble somatoforme, permettent d'améliorer les symptômes et signes cliniques, en particulier dans les troubles somatoformes paucisymptomatiques et de type douloureux. Les thérapies cognitives et comportementales ont montré leur efficacité dans de nombreux troubles somatoformes. Sur le plan cognitif, elles visent une meilleure prise de conscience de la focalisation de l'attention sur les sensations corporelles et du catastrophisme. Sur le plan comportemental, elles visent à identifier et à diminuer les conduites d'évitement par l'exposition, ainsi qu'à trouver progressivement de nouveaux modes d'interaction sociale qui assurent aux patients de nouvelles stratégies adaptatives pour obtenir, face à ce qui leur arrive, le soutien des autres, sans faire intervenir les symptômes et le statut de malade. Il s'agit de prise en charge des bénéfices secondaires. Les psychothérapies peuvent être utilement complétées par des exercices de relaxation, exercices respiratoires, baisse de la tension musculaire, biofeedback et d'entraînement attentionnel, thérapie basée sur la pleine conscience.
Si le facteur de stress retrouvé comme facteur déclenchant et entretenant est avant tout lié à la dynamique familiale, une prise en charge en thérapie systémique peut être proposée. C'est notamment le cas chez l'enfant et l'adolescent avec les thérapies familiales. En dehors des indications mentionnées plus haut, les antidépresseurs sérotoninergiques permettent parfois de réduire les symptômes des troubles somatoformes en l'absence de troubles dépressifs caractérisés associés. Leur efficacité reste cependant médiocre. Les troubles conversion à type de déficit moteur peuvent être améliorés par la RMTMS, ciblant le cortex moteur. En pédopsychiatrie, la prise en charge spécifique repose essentiellement sur une approche psychothérapeutique, 2 points, psychothérapie individuelle avec une approche psychopathologique et ou cognitive et comportementale, thérapie familiale. Chez l'enfant et l'adolescent, ce sont les interventions basées sur les thérapies cognitivo-comportementales qui ont été le plus évaluées et ont montré un bon niveau d'efficacité. Il est aussi souvent efficace d'aider les familles à communiquer sur les facteurs de stress de leur enfant et à y faire face. Les antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent n'ont pas d'indication en dehors de la présence d'un trouble comorbide tel qu'un épisode dépressif caractérisé ou un trouble anxieux ne répondant pas à la prise en charge psychothérapeutique. 6.3.3 Réhabilitation psychosociale. En cas de symptômes sévères, une prise en charge centrée sur le handicap est nécessaire. L'étiologie psychiatrique des symptômes ou signes cliniques ne doit pas conduire à sous-évaluer les répercussions fonctionnelles du trouble. En résumé, les troubles somatoformes désignent un ensemble de symptômes, de signes, de syndromes ou de plaintes de type physique pour lesquels aucune anomalie identifiable de type lésionnel ne peut être incriminée. Leur prise en charge repose sur une collaboration entre médecins psychiatres et non-psychiatres permettant de limiter les explorations, l'instauration d'une alliance thérapeutique de qualité avec le patient, la reconnaissance de son vécu, des mesures psychothérapeutiques ciblant les principaux facteurs de maintien et, dans certains cas seulement, un traitement par antidépresseur. Fin de la lecture, un peu rapide, de l'item 70, troubles somatoformes à tous les âges, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.